temps de lancer la séquence suivante, une table ronde intitulée Luxe et technologie des investissements sur mesure pour plus d'impact. Et j'appelle Virginie Tretin, CEO et Innovation Director Watch and Fine Jewelry pour Chanel, Franck Diogo, Chief Information Officer pour Messica Paris, Joël de Montgolfier, Executive Vice President Global Retail and Luxury Practice chez Bain & Compagnie, et Mathilde Aymerlé, partenaire chez Bain & Compagnie, Head of Bain France Luxury Practice. Merci de les accueillir sur scène. Bonjour à tous. On va redonner un peu d'énergie dans la salle. Est-ce que vous m'entendez bien? Bon, alors, je vais continuer à brailler. Et si jamais vous trouvez que c'est un peu trop fort, vous levez la main, juste au premier rang, parce que derrière, je ne vois rien. Donc, voilà, nous sommes très honorés d'être ici. Nous représentons avec Mathilde l'équipe Bain, qui collabore depuis 4 ans avec le Comité Colbert, donc l'association professionnelle du luxe français. Le Comité Colbert qui malheureusement ne pouvait pas être là aujourd'hui, qui rencontre ses homologues européens à Bruxelles, Bénédicte Épinay et Laurent Denquin, qui dirigent le Comité Colbert, vous présentent leurs excuses et espèrent que nous ferons un bon travail pour présenter cette étude. Alors, cette étude, c'est la 4e édition cette année. Elle est sortie en septembre 2025. Pour ceux qui suivent notre actualité dans le luxe, nous avons publié depuis 4 ans avec le Comité Colbert des études qui portent exclusivement sur la technologie dans le luxe. Quand nous nous sommes emparés de ce sujet il y a 4 ans, ce n'était pas un sujet qui était couvert par les études du luxe, mais il nous semblait que c'était une dimension absolument structurante dans la transformation que le secteur allait devoir connaître et une dimension que nous allions pouvoir suivre d'année en année pour mesurer les progrès. Les premières éditions faisaient des bilans soit généraux de l'adoption du luxe, soit se sont concentrés sur l'adoption de la technologie en boutique. L'année dernière, évidemment, nous nous sommes emparés du sujet de l'intelligence artificielle. Et cette année, nous avons voulu passer derrière le rideau, donc derrière le scintillement du luxe, pour aller observer ce qui se passait dans les serveurs, dans les grandes boîtes technologiques qui servent à justement équiper l'industrie pour favoriser sa transformation. Pour cette étude, nous nous appuyons comme toujours sur les membres du Comité Colbert. En résumé, c'est à peu près la totalité des acteurs français du luxe les plus éminents. Nous avons fait le choix de nous pencher sur les investissements dans le luxe, dans une année qui était un peu particulière, puisque vous savez que tout le monde parle du ralentissement de l'industrie du luxe, mais pour autant, la transformation technologique continue, les attentes clients se complexifient. Et donc, qu'allait-il se passer dans une année où possiblement, on allait être un peu contraint sur nos ressources? Combien le luxe investit-il? Pour faire quoi? Avec quelles contraintes opérationnelles? Dans quelle logique organisationnelle? C'est l'ensemble de cette étude qui révèle en fait des benchmarks exclusifs, puisque personne n'avait jamais mesuré les investissements qui étaient dévolus à la dimension technologique dans le luxe. Donc pour faire ce bilan de la technologie dans le luxe, nous avons parlé à des profils de dirigeants, évidemment les directeurs généraux, mais également les directeurs informatiques, directeurs technologiques et parfois directeurs du digital. Comme vous pouvez le voir, notre étude s'appuie à la fois sur une enquête qui mesure, qui prend un peu le pouls de l'industrie vis-à-vis de cette dimension, et nous avons complété par des entretiens approfondis avec les dirigeants du luxe. Donc vous avez ici une série de logos qui représentent certains des contributeurs, mais pas tous, et nous remercions évidemment tous ceux qui ont participé à cette étude, à commencer par la maison Chanel et la maison Messica, que nous prendrons le temps de présenter tout à l'heure.
Nous avons par ailleurs complété cette analyse spécifique sur le luxe par un certain nombre de benchmarks qui viennent de notre boîte à trésors chez Bain. Donc comment est-ce que le luxe se compare par rapport à d'autres secteurs en termes de transformation technologique? Alors, première prise de pouls, est-ce que les maisons de luxe pensent avoir les compétences technologiques qu'il leur faut pour avancer dans leur transformation? Et donc la question que nous avons posée, c'est est-ce que vous avez réellement ces compétences à la fois technologiques et data qui vont vous permettre de déployer votre stratégie? Alors, nous n'en sommes pas encore au moment où l'industrie pense être totalement arrivée au bout de sa course. Vous voyez à droite de ce graphe que personne n'a totalement ces compétences en place. La bonne nouvelle, c'est que vous voyez à gauche que personne ne les a pas du tout. Et donc, quand nous avons commencé nos études sur l'adoption de la technologie dans le luxe, il y avait un degré de maturité qui était quand même un peu inférieur. Et il y avait encore des sociétés ou des maisons de luxe qui nous disaient je ne me suis absolument pas emparée de cette dimension et je ne vois pas très bien ce qu'elle vient faire en fait dans notre univers. Aujourd'hui, la réalité, c'est que plus d'un tiers des maisons nous disent j'ai largement les compétences en place. Donc pour un tiers de ces maisons, on est déjà sur un chemin relativement avancé. Et pour 2 tiers, elles ont commencé leur démarche, elles ont partiellement ces compétences et elles comptent poursuivre leur chemin. L'autre chose qui nous frappe, c'est la transformation de la perception de la fonction technologique dans les maisons de luxe. Donc la question que nous avons posée aux directeurs généraux, c'est est-ce que vous pensez que c'est une compétence critique pour déployer votre stratégie? Et vous voyez qu'il y a une réponse quasiment unanime sur le fait qu'on ne peut plus se passer de la technologie aujourd'hui dans le luxe. 85% nous disent que c'est important. Il y en a même 8% qui nous répondent c'est absolument critique. On ne considère plus la fonction technologique comme une fonction de support. Elle est vraiment la colonne vertébrale de la transformation. Elle assure la continuité opérationnelle. Elle est absolument présente dans la dimension de l'expérience client et elle représente tout ce qui permet aux maisons de luxe de gagner en efficacité et en productivité. Par ailleurs, pour poursuivre ce panorama de la technologie dans le luxe, on a également une prise en compte de la fonction comme étant partie prenante des cercles dirigeants. On ne peut plus prendre aujourd'hui des décisions sans intégrer la technologie et donc c'est quasiment 80% des dirigeants qui nous disent oui, la technologie est reconnue comme stratégique dans notre entreprise et la plupart des décisions doivent être prises en concertation avec cette fonction. Alors, je parlais des investissements et donc ce chiffre est un benchmark exclusif qui n'existait pas avant, mais aujourd'hui, en moyenne dans le luxe, les maisons allouent 3,1% de leur chiffre d'affaires à l'investissement technologique. Alors, comment est-ce que ça se situe par rapport à d'autres secteurs ? C'est à peu près 2 fois ce qu'on trouve dans la grande distribution, c'est à peu près équivalent à ce qu'on trouve dans la grande consommation, et c'est à peu près la moitié de ce que les entreprises allouent dans les secteurs comme les services financiers ou les secteurs technologiques. Donc on est vraiment sur une courbe de maturité croissante, mais on n'est pas encore au bout du chemin. Et par ailleurs, on observe de grandes différences à l'intérieur de notre échantillon. Entre les maisons qui n'y dévouent que 2% de leur chiffre d'affaires et celles qui montent jusqu'à pratiquement 5,5%, avec une dimension qui nous a frappé dans l'analyse, qui est qu'il n'y a pas réellement de différence structurante entre les petites maisons et les grandes maisons, puisque vous voyez que la moyenne est similaire, le minimum est le même et le maximum est également le même. Donc on est sur une industrie qui est en cours de rationalisation, mais également qui continue à poursuivre ses investissements. Et donc pour l'instant, on n'a pas encore trouvé d'effet d'échelle. Il faut aussi prendre en compte le fait qu'on a des sociétés qui sont plus ou moins géographiquement dispersées, qui couvrent plus ou moins de catégories, qui ont des canaux de distribution différents à servir, et donc on n'utilise pas les mêmes applicatifs quand on sert de la distribution en propre ou quand on va dans la distribution multimarque. Donc il y a une partie du chemin qui doit être accompli encore, mais pour autant il ne faut pas prendre ce benchmark comme une espèce de direction vers laquelle il faudrait aller en moyenne. Ceux qui sont à 2% ne sont pas forcément amenés à aller jusqu'à
jusqu'à 3. Ceux qui sont à 5,5 ne sont pas forcément amenés à réduire. L'idée, c'est vraiment de calibrer les investissements au plus juste en fonction de la typologie des maisons auxquelles on fait face. Alors c'est d'autant plus important que quand on demande aux sociétés de luxe comment est-ce que vous vous projetez dans les années à venir, en réalité, près de 60% nous disent nos investissements sont amenés à augmenter en valeur absolue, pour une large part de plus de 5% et même pour pratiquement la moitié de cet échantillon de 60%, pour plus de 10%. Donc on est vraiment dans une phase d'accélération. Quand on fait le parallèle avec le ralentissement de l'industrie, on voit qu'en fait nos taux sont plutôt amenés à augmenter en pourcentage du chiffre d'affaires qu'à réduire. Et donc cet investissement qui augmente, il est en particulier expliqué par les besoins d'investissement dans l'intelligence artificielle et la donnée, dans la mise à jour de tous les systèmes et applicatifs, et évidemment dans la dimension critique de la cybersécurité, puisque il ne vous aura pas échappé que plusieurs maisons ont fait l'objet de quelques incidents ces derniers mois et qu'elles ont une obligation d'irréprochabilité sur cette dimension-là. Voilà, et cette poche d'investissement, qu'est-ce qu'on en fait? Vous savez que typiquement dans la technologie, on identifie ce qui va dans le run, la gestion courante des opérations, ou ce qui va dans le change, qui est plutôt l'innovation, tous les applicatifs qui nous aident à développer des poches de croissance, à ouvrir des nouveaux marchés, à ouvrir des nouveaux business models. Aujourd'hui, le luxe est plutôt en bas de l'échelle. 37% de ces investissements vont dans le change. C'est légèrement plus que l'industrie des utilities, donc les opérateurs de services publics type eau, énergie, etc. Mais vous voyez que c'est quand même largement moins que des industries qui sont beaucoup plus mûres sur le plan technologique, où quasiment la moitié des investissements sont alloués à l'innovation et à la transformation en tant que telle. Pour autant, à l'intérieur du luxe, encore des différences notoires. Vous avez des acteurs qui sont un peu empêtrés dans des infrastructures vieillissantes et qui ne peuvent consacrer que 15% de leurs investissements à l'innovation. Et à l'autre extrême du spectre, vous avez des maisons de luxe qui, elles, vont largement consacrer plus de la moitié de leurs investissements à cette innovation. Donc une industrie qui fonctionne encore à plusieurs vitesses, mais dans laquelle le bilan moyen fait état d'une maturité croissante et d'un rattrapage. Alors, au-delà des planches et des graphes, nous allons donner un peu de chair à ce propos. J'ai le plaisir de passer la parole à Mathilde Emerlé, qui va faire intervenir Franck Diogo et Virginie Trottin. Alors, je crois qu'on combine un des membres fondateurs du comité Colbert avec la maison Chanel, avec le petit dernier arrivé dans le comité Colbert, qui est Messica. Merci beaucoup, Joël. Bonjour à tous et ravi de retrouver l'énergie de Tech for Retail. Alors, Joël, tu as partagé des chiffres qui étaient assez uniques dans l'industrie du luxe. Combien les maisons de luxe dépensent en technologie, comment elles dépensent. Et on proposait effectivement de donner un peu de vie à ces chiffres en se plongeant dans la stratégie tech de deux grandes maisons joaillières. Alors, l'une de ces maisons est là 115 ans. Elle est ancrée dans l'héritage de sa fondatrice et elle est présente dans toutes les catégories des biens personnels de luxe, la maison Chanel. Et l'autre, c'est effectivement la petite dernière des grandes qui a été fondée il y a 20 ans et qui connaît une ascension fulgurante, la maison Messica. Et on a l'honneur d'accueillir cet après-midi les deux éminences tech de ces maisons. Alors, je vais commencer par toi, Virginie. Tu as réalisé presque l'intégralité de ta carrière dans le monde digital et le monde des SI chez Chanel. Tu es entrée il y a 14 ans, d'abord au sein de la division Monde, ensuite à la France, et avant d'être nommée il y a 4 ans et demi, DSI et directeur de l'innovation de Chanel, joaillerie et horlogerie. Tout à fait. Et Franck, toi, tu as baigné dans le monde de la tech depuis le début de ta carrière, avec une carrière très très riche et variée, en tant que consultant, en tant qu'entrepreneur, avant de rejoindre le groupe M6 pour 20 ans. Et tu as basculé dans le monde du luxe il y a 4 ans et demi pour devenir CIO de la maison Messica. Alors rentrons dans le vif du sujet et je vous propose de commencer par le statut de la fonction tech.
Joël, tu rappelais effectivement que presque 80% des CEO et des CIO et des membres du comité Colbert considèrent que la fonction technologique est absolument stratégique et au cœur de toutes les décisions clés des maisons. Alors, je vais commencer par toi, Virginie. Tu fais partie de la maison Chanel depuis 14 ans maintenant. Comment est-ce que tu as vécu l'évolution de la fonction technologique au cours des années et un changement d'ampleur de son rôle? Alors moi, déjà, je trouve ça formidable qu'on arrive maintenant à se dire que la tech est une fonction stratégique. Évidemment, il y a 14 ans, quand je suis arrivée, il faut que je le dise, ce n'était pas le cas. Au mieux, la tech, d'ailleurs, ça ne s'appelait pas la tech, ça s'appelait direction informatique. Rien que les termes montrent la position de cette fonction. À ce moment-là, la tech, c'était une fonction support, au mieux un fournisseur de services, un fournisseur de solutions. Et progressivement, je dirais même naturellement, au fur et à mesure des années, on a vu ce vrai paradigme changer, où la tech n'est plus devenue juste un fournisseur de services qu'on appelait et pour lequel on écrivait des specs, des manuels d'utilisateurs, des manuels d'exploitation, beaucoup de documentation. On est devenu un partenaire des métiers. Et effectivement, de le voir maintenant dans une étude en tant que c'est devenu une fonction stratégique aux yeux de nos métiers que l'on sert tous les jours, pour moi, je trouve ça formidable, c'est une magnifique réussite. Et effectivement, ça se traduit après dans notre quotidien dans une fonction qui a petit à petit évolué. Je le disais tout à l'heure, on était plutôt dans on recevait des specs et on fournissait une solution avec le temps nécessaire de travailler et de fournir cette solution. On est maintenant stratégiquement investi auprès de nos métiers pour les aider dans leur efficacité opérationnelle et dans l'intégralité de tout ce qu'on peut supporter. Donc c'est complètement différent. Et alors, Franck, toi, tu es dans une maison qui est plutôt dans une maison de joaillerie qui est jeune, qui est née presque à l'ère du digital. Et comment est-ce que est considérée la fonction technologique dans une maison jeune? Est-ce qu'il y a des avantages liés à la jeunesse et peut-être à une autre forme d'agilité? Alors, je trouve justement très intéressant de comparer un peu ces deux maisons parce que, comme vous le disiez, Messica a 20 ans, hein, donc Messica est né à l'ère de la technologie. Donc, on n'a pas un héritage extrêmement lourd à faire bouger. Et je dirais que j'ai presque envie de dire que la technologie fait partie de l'ADN de Messica. Messica est né au moment où la technologie commençait à prendre son essor, etc. Et il y a plusieurs raisons à ça. J'ai pensé à plusieurs choses. La première, c'est que, contrairement à beaucoup de dirigeants d'entreprise, je pense que les dirigeants de Messica avaient déjà cet ADN-là. Ils ont cette culture de la technologie et je pense qu'ils ont toujours considéré la technologie comme un élément essentiel de leur stratégie. Il n'y avait pas une transformation forcément à faire pour que ça devienne quelque chose d'évident. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui est très différent par rapport à une maison prestigieuse comme Chanel qui a beaucoup plus d'histoire et qui doit faire bouger beaucoup plus de choses. Je pense que pour Messica, c'était assez naturel que la technologie soit au cœur de la stratégie. Donc les dirigeants ont cette culture-là et je pense ont toujours insufflé cette énergie pour qu'on tourne autour de ça. La deuxième chose, je crois, c'est aussi parce que Messica est une entreprise très jeune, la grande majorité des collaborateurs de Messica sont très jeunes. Donc, ils sont également nés avec la technologie, ça fait partie de leur quotidien. Et donc, ce sont des prescripteurs, ce sont des challengers, c'est des collaborateurs qui vous poussent à avancer dans la technologie, parce que si vous ne suivez pas, ils sont presque trop en avance sur vous. Et donc, naturellement, ces deux éléments ont contribué à faire que la technologie, la fonction technologique soit au cœur de la stratégie. Et la dernière chose que je voudrais rajouter, c'est qu'on a grandi très vite, comme tu le disais, et pour grandir très vite, sans avoir l'historique de maisons comme Chanel, on est obligé de faire les mêmes choses, à peu près, avec un peu moins de moyens et avec un peu moins d'organisation et un peu moins de structure. Et pour compenser ça, il n'y a pas mieux que la technologie pour avancer vite, pour créer rapidement de la valeur, optimiser nos process, etc. Donc pour tous ces éléments, je pense que ça a toujours été au cœur de notre ADN. Je peux me permettre de rebondir, Mathilde, juste pour juste rajouter quelque chose que je trouve c'est très intéressant ce que tu viens de dire.
la maturité technologique et la proximité de la technologie pour l'ensemble, en fait pour tout à chacun, a aussi pour moi été un vrai grand changement. En fait, sur les 10-15 dernières années, on a vécu une transformation, mais tous dans notre quotidien, une transformation de notre rapport avec la technologie qui est dingue. Il y a 15 ans, on apprenait vaguement à servir d'un iPhone. Il y a 10 ans, on se prenait la vague des réseaux sociaux. Et il y a 3-4 ans, on est encore dedans d'ailleurs, dans la vague de l'intelligence artificielle qui n'a rien de nouveau, mais qui est arrivée avec cette facilité d'utilisation, avec cette intuitivité qui fait que la technologie devient facile, devient simple, devient à notre proximité et devient pour tout le monde, pour tout à chacun, quelque chose de normal. Et ça pour moi, a changé aussi complètement le rapport à la tech de nos entreprises. Alors, on va parler maintenant de vos investissements dans la tech et ce dans quoi vous investissez. Donc, Joël, tu le rappelais tout à l'heure, on est dans un marché qui est plutôt au ralenti depuis 2 ans. Là, on a nos prévisions qui viennent de sortir la semaine dernière d'un petit ralentissement de à peu près moins 2% en taux de change courant pour 2025. Et pourtant, tu nous disais tout à l'heure que 60% des maisons qu'on a interrogées pensaient et avaient l'intention d'augmenter leurs investissements technologiques de plus de 5% par an, donc on est quand même à des niveaux significatifs, et la moitié de ces 60%, plus de 10% par an. Alors, Franck, quelles sont, selon toi, les 2 grands, ou les 2 ou 3 priorités technologiques dans lesquelles Messica va investir dans les prochaines années ? Alors déjà, ces dernières années, on a beaucoup investi sur tout ce qui tourne autour de la transformation digitale parce que, comme je le disais, on a besoin de construire des fondations, on a besoin de mettre en place des outils pour la scalabilité, pour accompagner le développement de l'entreprise à l'international. Donc, on a beaucoup investi sur ce domaine-là ces dernières années. Et parmi les priorités en termes d'investissement pour les années à venir, je pense qu'il y a vraiment, et je les mets ensemble exprès, ce qui tourne autour de la data et de l'IA. Je les mets ensemble parce que les deux sont indissociables pour moi. Je suis convaincu que les projets IA des entreprises n'ont d'avenir que si le sujet data est pris vraiment au sérieux. Donc je pense qu'on va avoir sûrement des gros investissements sur les 3 prochaines années sur ce sujet-là. Pour plusieurs raisons, parce qu'on a un besoin de nourrir l'expérience client, on a un besoin d'optimiser nos process, on a un besoin d'avoir une scalabilité. Et donc aujourd'hui, la data, qui depuis quelques années est quand même très présente dans nos univers, reste encore aujourd'hui beaucoup sur des périmètres de KPI, d'analyse de chiffre d'affaires, d'atteinte de budget, de forecast ou des choses comme ça. Or, la data est un élément essentiel de plein d'autres sujets qui peuvent vraiment aider les entreprises à avancer très vite. Donc la data et l'IA vont être au cœur de nos investissements dans les prochaines années. Le deuxième sujet, je pense, qui occupe beaucoup le luxe et qui va sûrement mobiliser beaucoup d'investissements, c'est tout ce qui tourne autour de la traçabilité et de la durabilité. C'est vraiment des sujets qui vont apparaître, qui sont déjà apparus, mais qui vont prendre beaucoup d'ampleur. Et je pense que les entreprises comme les nôtres vont devoir investir beaucoup sur ce sujet-là pour donner plus de lisibilité aux clients, pour donner de la traçabilité sur le produit, pour aider à mieux maîtriser le marché de la seconde main. On va parler de cartes d'identité digitale. Voilà, tous ces sujets-là vont, je pense, mobiliser beaucoup d'investissements. Évidemment, la cyber ne va pas échapper à la règle, mais voilà, donc je dirais ces 2 choses. Et Virginie, chez Chanel, des différences Alors, beaucoup de similarités. Évidemment, la cybersécurité, vous l'avez annoncé, c'est un point essentiel pour protéger nos maisons et pour continuer à grandir. Je vais redire et réinsister sur la data et l'IA parce que je pense, comme tu le disais, Franck, que c'est essentiel. La data, d'abord, parce que sans data, pas d'IA, ou pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de l'IA à l'échelle si on n'a pas une data bien structurée, bien gouvernée et des choses qui nous permettent de transmettre l'ensemble des données et de pouvoir investir dessus. Donc, pour moi, la data, évidemment, c'est essentiel. Ça nous permettra de déclencher et d'aller chercher des gains de productivité, d'efficacité opérationnelle et de rêver avec de l'IA. Mais nous, je vais quand même rajouter un sujet que tu n'as pas cité, parce que sinon, ça
c'est un peu moins drôle. Donc dans les sujets que tu n'as pas cités, nous, on va aller travailler avec nos entités artistiques, donc nos directions artistiques, nos équipes créatives, qui évidemment sont touchées par l'IA, clairement, mais nous, l'ADN chez nous, c'est la création humaine, et donc il faut quand même les équiper et les soutenir dans l'intégralité de ce qu'ils font pour qu'ils soient toujours plus réactifs, toujours plus efficaces, surtout dans le monde que l'on connaît, avec l'ensemble des touchpoints, que ce soit sur le digital, en boutique, dans l'ensemble de nos réseaux, sur les réseaux sociaux et partout, hein. On est dans une dictature du contenu, mais ce contenu, il faut le produire bien, et il faut le produire au bon prix. Donc c'est essentiel aujourd'hui de pouvoir justement supporter ces métiers et de pouvoir leur fournir les outils qui vont leur permettre de travailler à l'échelle. Donc ça va être une des grandes priorités chez nous. Et je rajouterais, pareil, pour rebondir sur ce que tu disais, il y a aussi un domaine, je pense, qui va être essentiel pour nous, c'est tout ce qui tourne autour de la protection de la marque, hein. Tu en parlais tout à l'heure, tu parles de création et autres. Les marques du luxe doivent se protéger contre le copyright, contre les faux sites commerçants, contre une mauvaise utilisation de leur image, même par leurs partenaires, à leur insu. Et c'est humainement impossible d'aller traquer tout ce qui se passe un peu partout dans le monde pour voir comment la marque est représentée, comment elle est racontée, comment l'histoire est racontée. Et la technologie est essentielle pour atteindre aussi cet objectif-là parce qu'elle nous permet très rapidement d'identifier ce qui ne va pas, de donner des guidelines, de proposer des façons de faire, de s'assurer que l'histoire est racontée de la bonne façon. Et nous, on a commencé à faire quelques investissements sur des outils qui aident beaucoup les équipes à justement s'assurer que l'image de la marque, que l'histoire de la marque est racontée comme notre fondatrice le souhaite. Alors, tous les deux, vous avez parlé évidemment d'IA et de data. Et je reviens 2 secondes sur ce thème-là, qui était le thème de notre étude de l'année dernière avec le comité Colbert. Vous êtes en pleine transformation IA de façon, à ce stade, assez discrète. Donc, vous mettez l'IA au service, effectivement, des opérations, de la fluidité, au service de vos ambassadeurs de vente, mais pas encore avec l'IA dans les mains de vos clients, que ce soit sur votre site ou dans vos magasins. Et pourtant, quand on regarde effectivement les comportements de vos clients, l'IA est déjà dans leurs mains tout le temps, chaque jour, avec les agents, les ChatGPT et autres, qui commencent à être la porte d'entrée vers les marques via les recherches. Et juste un chiffre là-dessus, on a 58% des utilisateurs de ChatGPT et des outils d'IA qui l'utilisent pour des recommandations de produits et de services. Donc là, on passe dans un nouveau monde où l'outil externe d'agents devient la porte d'entrée vers les marques. Comment est-ce que vous faites maintenant pour gérer cette disruption assez énorme dans les parcours clients et comment est-ce que vous restez visible dans ce monde des LLM qui aurait tendance à désintermédier la relation client ? Je vais prendre la réponse. C'est une excellente question parce que c'est exactement la bataille du moment. Alors on sait, pour les gens qui viennent du monde du digital, ça fait 10 ans qu'on se bat sur le SEO. On est à peu près tous matures. On sait tous à peu près bien gérer notre référencement et être reconnus, vus et bien vus à la hauteur de ce qu'on veut sur les mots-clés qui nous intéressent, sur les moteurs de recherche habituels. Donc on est très bon avec Google et les autres. Mais en fait, c'est pas du tout le même paradigme avec l'IA. Pas du tout. Ça ne fonctionne pas de la même manière. Donc évidemment, on a inventé un nouveau mot, GEO, avec un G comme générative, qui va essayer de justement proposer cette fonction pour nous, pour les marques, de comment on fait pour être visible, pour rester visible. Et surtout, tu disais, Franck, tout à l'heure, comment on garde le narratif de notre marque. Comment on garde la main et la voix sur ce qu'on dit. Puisque maintenant, qui va être source d'information ? Tout le monde. Des toutes petites voix qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux à le site institutionnel. Mais il n'y a pas de vrai poids entre les deux. C'est pas parce que notre site institutionnel va dire « Ah bah voilà, nous, la nouvelle collection de Coco Crush, c'est la plus importante et la plus belle pour Noël », qu'on va avoir plus de poids qu'une petite influenceuse qui va aller parler d'une marque que personne ne connaît, mais qui
par l'effet des likes, l'effet d'un certain nombre de mécanismes qu'on ne comprend pas encore complètement avec les LLM, va être la recommandation finale d'un ChatGPT ou d'un DeepSeek. Et ça, c'est effectivement la nouvelle vague de fond. Comment on fait en sorte de rester pertinent, de rester visible et de maintenir le narratif que l'on souhaite d'un point de vue de l'image de marque, tu le disais, de nos produits, de la bonne exposition de ce qu'on veut avoir. Et c'est le gros challenge du moment. Et on y travaille ardemment. Et je sais qu'aujourd'hui, à Tech for Retail, il y a beaucoup de startups qui travaillent sur ce sujet-là. C'est vrai que c'est un gros sujet. Il y a aussi le dilemme de l'expérience client dans le luxe et les technologies. Comment mettre tout ça en avant en garantissant et en proposant à chaque personne qui franchit le pas d'une de nos boutiques de vivre une expérience unique qui n'est pas trop nourrie ou submergée par la technologie. Donc c'est un vrai challenge. Alors, on va parler d'un autre challenge que tu as commencé à mentionner, Franck, la cybersécurité. Joël, effectivement, tu as fait remarquer qu'il y a très très fréquemment des maisons et en dehors du luxe et dans tout le retail qui font l'objet d'attaques qui jouent soit sur la continuité des opérations, mais aussi sur l'image de la marque et avec des enjeux réputationnels qui sont énormes, avec le petit mail qu'on reçoit des maisons. Nous sommes désolés, nous avons été sujets à un vol de données, mais rassurez-vous, tout va bien. Comment est-ce que, Franck, vous vous préparez, vous vous prémunissez, et j'espère que ce n'est pas encore arrivé à Messika et que ça n'y arrivera pas. Comment est-ce que vous préparez ça et quel est l'enjeu des investissements en cyber ? Alors, comment on se prépare à ça ? C'est vrai que pour les DSI, c'est un casse-tête. S'il y a bien quelque chose qui nous empêche de dormir régulièrement, je pense que c'est la cybersécurité. Je pense qu'on s'y prépare et on se prémunit d'abord en commençant à être très humble par rapport à ça. On peut faire une tonne d'investissements, on peut mettre en place un tas de choses. Il faut rester très humble par rapport à ça, aussi parce que la technologie évolue en permanence. On parlait de l'IA tout à l'heure, l'IA est rentrée dans le jeu, donc ce n'est plus du tout les mêmes règles, le même contexte. Donc on se prépare à ça en faisant preuve de beaucoup d'humilité. Et puis après, on commence, en tout cas c'est ce que j'essaie de faire moi, de faire bien ce qui est très simple, ce qui est très facile. On a tendance à vouloir faire des choses très compliquées, très lourdes, etc. Et en fait, dans la majorité des cas, il faut essayer de faire bien ce qui est très simple. Avoir des politiques qui sont très claires, s'assurer que ces équipes sont alignées, sont engagées et restent constamment vigilants autour de ça. Je pense que c'est une des clés. L'autre clé, je pense, et moi je tiens beaucoup à ça, et je pense que Virginie pareil, je suis très attentif à ce qu'on appelle les bruits de fond. On ne fait pas souvent attention aux bruits de fond, et les bruits de fond sont souvent annonciateurs de quelque chose d'un peu plus conséquent. Donc on reste très attentif à ce qui se passe, aux petits détails, aux petites informations auxquelles on ne prête pas attention, pour anticiper le plus possible et faire en sorte d'intervenir si c'est nécessaire. Et la dernière chose, c'est que oui, évidemment, il faut investir dans des technologies, dans des outils qui nous permettent d'analyser quasi en temps réel ce qui se passe dans notre écosystème de systèmes d'information et de pouvoir être alerté et d'intervenir à temps avant que ça ne devienne trop grave. Et évidemment, tout ça produit, on revient à la data, beaucoup de data, parce que c'est beaucoup d'éléments de collecter, c'est beaucoup de comportemental qu'il faut analyser. Et puis derrière, oui, il faut investir sur des technologies ou des outils qui vous permettent de faire de la corrélation de tout ça pour faire émerger ce qui est essentiel et ce sur quoi il faut se concentrer. Donc oui, je pense qu'il faut être très humble. 2, il faut faire des choses très simples, très basiques. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, sinon on rentrera dans plein de détails. Mais c'est important de s'attacher à ça. Et puis après, il faut investir. Et je dis souvent, quand on discute de ça chez Messika avec mes dirigeants, je leur dis, moi, ce qui m'importe, c'est de faire en sorte que le risque n'arrive pas jusqu'au collaborateur Messika. Voilà.
c'est mon cheval de bataille. Je veux tout faire pour qu'il y ait le moins de risques possible qui arrivent jusqu'aux collaborateurs. Donc je travaille beaucoup là-dessus et je mets beaucoup de choses en place pour qu'on puisse répondre à ça. Protection de la maison et de ses employés. Écoutez, leur tourne un immense merci à nos panélistes. Et juste pour conclure, donc Joël vous disait, c'est la 4e année qu'on réalise cette étude sur luxe et technologie. Et en prenant juste un pas de recul sur le chemin parcouru par la fonction technologique dans les maisons de luxe, c'est assez impressionnant. On a vraiment une fonction qui a su peut-être redorer son blason aussi, s'adapter et avancer pour travailler en vrai partenariat avec le business. Et ça, c'est une transformation vraiment majeure. Une fonction technologique qui a aussi se focaliser au service de ses clients et au service de ses employés. On ne parle plus de métavers, NFT, mais là vraiment c'est la fonction technologique au service de la croissance de l'industrie et une fonction effectivement absolument indispensable pour redynamiser le modèle et repartir vers une croissance du luxe durable et rentable. Donc un grand merci. Et bravo à vos 2 maisons qui ont été couronnées pour le Grand Prix de la haute joaillerie de 2025. Bravo à tous les 2. C'est vrai. Merci Mathilde. Merci Joël. Merci Virginie.